Je vais lancer aussi un petit jam qui va nous servir pour retravailler ces notions. Voilà, vous trouverez le lien pour accéder au jam dans la partie du chat. Alors, comme je vous le disais, la première notion que j'aimerais qu'on puisse revoir, c'est celle de l'élasticité de la demande. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Est-ce que quelqu'un se souvient et pourrait m'en parler en quelques mots et me dire à quoi ça correspond? Ben, il me semble que c'est si on change le prix, est-ce que la demande va augmenter ou diminuer ou est-ce qu'elle va rester la même? Voilà, c'est ça. C'est comment va réagir la demande, donc finalement la consommation, hein. Savoir s'adapter aux besoins des clients, nous répondez. Pas forcément savoir, puisque c'est une donnée chiffrée, hein, Mathilde, c'est une donnée qu'on va pouvoir chiffrer et qu'on va pouvoir évaluer à travers un recueil d'informations qu'on va pouvoir avoir, hein. Et l'élasticité va permettre de déterminer est-ce que mon produit, est-ce que donc la consommation, la demande de mes clients par rapport à un produit, est-ce qu'elle est en forte corrélation finalement avec le prix et les variations du prix? En d'autres termes, est-ce qu'une variation du prix va entraîner, ou quelle variation de la demande va entraîner une certaine variation du prix? Pour ça, on va utiliser donc ce fameux coefficient d'élasticité, d'accord, dont je vais vous remettre ici la formule. Donc, l'élasticité, on le calcule à travers ce coefficient hein, que l'on appelle E. Et la formule que l'on utilise, c'est celle-ci. D étant la demande. D2 étant la demande d'arrivée, donc la demande la plus récente, celle qui a été constatée après la modification du prix. D1 était la demande avec le prix à l'origine. D'accord ? Donc on va étudier, vous voyez, dans un premier temps, la variation de la demande, puisque cette partie-là, c'est la variation de la demande, sur la variation du prix, et tout cela va nous donner l'élasticité, le coefficient d'élasticité. Après, on verra comment on va l'interpréter et comment on va d'abord le transformer. Donc d'abord, pour appliquer ici cette donnée, on va passer par l'exemple, ça sera parlant, et on va calculer 3 élasticités différentes pour 3 produits différents. Non, qu'est-ce que je fais Voilà. Alors, hop, ça, on va se le laisser là, on va passer sur la page 2 et voilà 3 produits différents pour lesquels je vais vous demander de calculer l'élasticité. D'abord, l'élasticité ici pour le produit 1. L'élasticité ici pour le produit 2. Et enfin, l'élasticité pour le dernier produit, le produit C. Alors, 3 volontaires pour me calculer tout ça. Alors, des gens que je n'ai pas forcément l'habitude de voir
voudrais aller là souvent, c'est là aussi. Allez, Mathilde avec à pas être absent après la lumière. Hop, voilà, c'est bien fait. Tac, Mathilde, on va calculer ici l'élasticité du produit A. Alors, Célia se propose, j'adore les volontés. Allez, Célia pour le produit B. Un autre volontaire. Alors, j'avais cru voir Perle, je crois, dans nos invités. Oui, Perle, est-ce que vous voulez participer, Perle? Si vous voulez participer, je serais très heureux. A priori, si vous ne me répondez pas, Perle, c'est que vous n'êtes pas forcément totalement avec nous. Allez, quelqu'un d'autre? Sinon, moi, ok, ça marchait pas de problème. Voilà pour Eva. Allez, je vous laisse faire vos petits calculs. Lianan, je vous remets le lien. Voilà. Célia, identifiez bien D1 et D2. D'accord? Identifiez bien D1 et D2. Oui, vous vous êtes trompé, Eva. Ah, pas sûr pour moi. Oui, Célia, c'est ce que je vous disais. Identifiez bien D1 et D2. Vous aurez beaucoup plus de facilité. Parce que je pense pas que... Ah oui, voilà, vous avez changé. D'accord. 420, 440 sur 420. Ok, c'est bon. C'est bon pour... je pense que
c'est du moins fini. Peut-être pas correct. Je pense que c'est du moins fini, peut-être pas correct. Bon. Alors, Mathilde, c'est bon? Après, j'ai fait tout le calcul en entier d'un coup sur la calculatrice. Je devrais peut-être de faire en plusieurs étapes sur la calculatrice. Peut-être calculer d'abord la variation de la demande, calculer ensuite la variation du prix, et vous divisez la variation de la demande sur la variation du prix quand on n'est pas sûr. Bon. Alors, ici, alors c'est bon, hein, Célia, c'est bon, pas de souci. 440, pas de souci. Alors, je vais mettre les choses en dessous, mais il n'y a pas de problème, sauf que Mathilde, votre interprétation, elle est un peu rapide. Ah, du coup, c'était bien -5. Le résultat était bon. J'avais mis -5,72, c'était ça? Oui, c'est ça, oui, oui, Ah, oui, ok, d'accord. Bah, super. pas de souci. Merci. Hop, je vous mets les correctifs. Voilà. Alors moi, je l'ai plus détaillé. Enfin, je l'ai pas fait en une fois comme vous l'avez fait, mais ça va très bien comme vous l'avez fait, hein, que ce soit Mathilde ou c'est bien. Voilà. C'est après Mathilde hein, qu'on va retirer la valeur absolue, d'accord? Donc votre E avec les deux petites barres qui veut dire valeur absolue va venir transformer. C'est à ce moment-là qu'on va retirer le signe. Donc c'est juste au moment de l'interprétation. Juste au moment de l'interprétation. D'accord. Voilà, pour celui d'Eva. Oui, Eva, moi je l'ai fait en deux fois. J'ai d'abord calculé la variation de la demande, d'accord, qui est de moins 0,50. Ensuite, j'ai calculé la variation du prix, qui est de 0,50. J'ai divisé l'un par l'autre et je retrouve 1. Je retrouve moins 1 et après en valeur absolue 1. Mais j'aurais pu faire le calcul comme Mathilde et Célia l'ont fait en une seule fois, c'est-à-dire faire tout ça, entre parenthèses, divisé par tout ça. Ça m'aurait donné exactement le même résultat. Alors, maintenant qu'on a nos trois résultats, 0,22, 5, 73 et 1, au niveau de l'interprétation, qu'est-ce que l'on va pouvoir en dire? C'est que l'interprétation, elle se fait sur la valeur absolue. Le signe nous indiquera le sens, mais l'interprétation doit d'abord se faire sur la valeur absolue. Donc, ici, le produit C, le produit C qui était ici, lui, avec une élasticité qui a été établie à avec une élasticité ici qui a été établie à 1. Ce produit C, lui, on dit qu'il a une élasticité parfaite. C'est-à-dire que si vous faites varier votre prix de 10%, la demande va varier de 10%. Si vous faites varier votre prix de 20%, la demande va varier de 20%. Le signe vous indique si elle fonctionne dans le même sens ou si elle fonctionne dans le sens inverse. Alors, en général, c'est plutôt dans le sens inverse. D'accord? C'est-à-dire que le signe ici qui était négatif, le signe du E qui était négatif, ça veut dire que si j'augmente mon prix de 10%, je vais avoir une baisse de la demande de 10%. Si j'augmente mon prix de plus 20%, j'aurai une baisse de la demande de moins 20%. Et inversement, si je baisse le prix de 20%, j'aurai une augmentation de la demande de 20%. On dit que le prix est ici parfaitement élastique, c'est-à-dire que la variation est identique entre le prix et la demande. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, quand on a une élasticité supérieure, c'était le produit B. Le produit B ici, il y a quelqu'un qui veut venir au cours. Antoine qui est à la bourre. Salut Antoine. Donc le produit B ici, qui est là. Hop, je mets ça rapidement. Je mets le lien pour le drive pour Antoine. Pardon. Donc le produit B ici, qui lui avait une élasticité, on avait dit de 5,73,
Lui, c'est un produit qui est très élastique. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une petite augmentation du prix, il y aura obligatoirement une grosse incidence sur la demande. Bien sûr, toujours en sens contraire, en fonction du signe. Si c'est un signe négatif, alors ça sera inversement. Donc, une toute petite augmentation va faire une forte baisse de la demande. Une toute petite baisse risque de provoquer une forte augmentation de la demande. Enfin, le dernier, qui est assez peu élastique. Alors, plus on est proche de 0, plus l'élasticité est faible pour le produit A. Donc ici, notre produit A, qui lui avait une élasticité de 0,22. Finalement, nos consommateurs réagissent assez peu au prix. Et que même si vous augmentez le prix, vous ne risquez pas de perdre trop de consommateurs. Voilà pour la partie ici de l'élasticité. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Voilà, une petite formule à apprendre, pas très compliquée, puisque de toute façon, la formule des variations, il faut la connaître pour d'autres choses. D'accord? Quand on avait calculé des variations de chiffre d'affaires ou des choses comme ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Donc, simplement à retenir que l'élasticité de la demande, c'est la variation de la demande sur la variation du prix. Quand cette variation de la demande, quand la valeur absolue de ce coefficient est supérieure à 1, alors il y a une forte élasticité, une forte réaction de la demande. Quand il est égal à 1, il y a une réaction, on dit qu'elle est parfaitement élastique, une réaction similaire, c'est-à-dire que le prix augmente de 10%, où il y a une variation du prix de 10%, alors il y aura une variation de la demande de 10%, dans des proportions donc identiques. Si l'élasticité est inférieure à 1, plus elle est proche de 0, donc c'est que la demande réagit peu aux variations de prix. Si vous augmentez votre prix, il y aura peu d'incidence sur la demande, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Est-ce que c'est bon pour ça? Perfecto. Bien, alors, on va étudier l'annale 2002, pardon. On va étudier l'annale 2002. Hop, on va mettre le sujet ici. Les questions en dessous. Alors, il y avait tout un pan du sujet qui était consacré au marketing, où il me semble bien que dans la première partie, on parlait de la marque, quelle est l'influence de la marque, ou peut-être de l'emballage. En tout cas, il y avait des notions de cours à reprendre dans la première partie de ce sujet. Dans la deuxième partie de ce sujet, il y avait des notions ici plus chiffrées, puisqu'on vous demande de déterminer le prix en fonction du prix d'acceptabilité. Vous vous souvenez comment on construit le prix d'acceptabilité? On construit le prix d'acceptabilité avec deux questions. Une question qui est relative au prix, est-ce qu'il est excessif ou non? Et une question qui est relative à la qualité du produit. Est-ce qu'au prix proposé, on pense que le produit a de la qualité? Alors, dans ce sujet, il vous a été fourni tous les résultats. On vous demandait simplement de lire le tableau. Moi, j'ai décidé de reconstruire le tableau pour revoir un petit peu la construction de ce tableau, qui n'est pas très compliqué, hein, d'accord, et ensuite de répondre aux questions, c'est-à-dire de déterminer quel est le prix qu'il va falloir pratiquer si on se base sur cette méthode de fixation. Et puis ensuite, on travaillera, on regardera sur les limites de tout ça, et puis sur les autres approches possibles. Alors, sur la page suivante, je vais vous remettre le tableau. Voilà les données qui étaient procurées. Donc ici, on a le niveau de prix dans la colonne A,
Donc, un prix qui va varier de 1,50 € à 2,90 €. Dans la colonne B, il manque une colonne, excusez-moi, j'ai effacé une colonne en trop que je vais vous remettre. Donc, dans la colonne B, c'était les réponses des personnes qui étaient interrogées par rapport au prix excessif. Donc, il faut lire les réponses comme ça. Est-ce que à 1,50 €, le prix vous paraît excessif? Personne n'a dit que le prix était excessif. Donc, il n'y a eu aucune réponse positive. Est-ce qu'à 1,65 €, personne? Est-ce qu'à 1,80 €, comme c'est des pourcentages, effectivement, il y a 20% des gens, il y a 2% des gens qui pensent que à 1,80 €, le produit est trop cher. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que il y a une lecture, il y a un sens de lecture pour ce tableau, et le sens de lecture, il commence par les zéros. Donc, c'est-à-dire que notre sens de lecture, ici, il est celui-ci. Donc, le tableau, voilà, le tableau, les données se lisent dans ce sens-là. Alors que dans la colonne d'à côté, où effectivement ici, on pose la question sur les doutes que peuvent émettre les sondés par rapport au prix. Donc, ce tableau, on commence toujours la lecture par les zéros. Et donc, ici, la lecture va se faire dans le sens inverse. Et donc, elle va se faire dans ce sens-là, la lecture. À 2,09 €, est-ce que vous pensez que le produit, est-ce que vous pouvez émettre un doute sur la qualité du produit? Personne n'a dit oui. Jusqu'à 2,40 €. À 2,40 €, 5% des gens commencent à émettre un doute sur la qualité du produit. À 2,20 €, il y a 6% en plus. À 2 €, 6%, jusqu'à, on arriverait à 100% des gens ici, si on faisait le cumul, au prix de 1,50 €. Donc voilà au minimum ce qu'on peut vous fournir, et on peut vous demander d'en établir, de remplir d'abord le tableau, et d'établir quel est le prix d'acceptabilité, c'est-à-dire le prix où je vais perdre le moins de personnes. Pour ça, vous devez d'abord cumuler les réponses dans le même sens de lecture au niveau du prix. Ensuite, vous devez cumuler les réponses dans le même sens en commençant par le bas pour la qualité. Dernière chose, ici ça vous était même précisé, c'est ici où on va établir le gain de clients, c'est-à-dire ceux qu'on arrive à préserver. On va faire 100 moins les colonnes D plus E. Voilà, alors, Charlotte, vous êtes connectée? Ouais, Charlotte, vous allez me faire la colonne ici. Ça, c'est Charlotte, pour pas que vous vous endormiez. Ensuite, Anne, je suis, hein, je dors pas. je sais bien. Anne, vous allez me travailler ça. Et la colonne d'à côté, qui est-ce qui n'a pas encore travaillé? Valérie, hein, je crois. Valérie, vous êtes connectée? Ouais. Anne, Eva, Charlotte, il y a Audrey aussi. Audrey travaillera tout à l'heure. Et donc, Valérie, ici. Bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste pour vous dire que du coup, excusez-moi, donc du coup, le premier calcul, c'est 1,5 plus 20%. C'est tout, c'est uniquement ça à faire, en fait, sur la colonne. Alors, d'abord, qui parle? Anan, pardon. D'accord, parce que comme je ne vois pas. Oui, pardon. Le premier calcul. Donc, du coup, c'est 1,5 fois 20%. Enfin, plus 20%. On est bien d'accord? Pourquoi 1,5? Non, on n'est pas d'accord. Pourquoi 1,5? Pour le prix, en fait, pour le calcul. Moi, ce que je veux savoir, c'est de façon cumulée, combien de personnes pensent que c'est trop cher en faisant défiler les prix.
C'est-à-dire que à 1,5, combien de personnes pensent que c'est trop cher? Zéro. Ouais, À 1,65, zéro. oui. À 1,80, 2%. Mhm. À 1,95, ceux qui pensent que c'est trop cher à 2%, bah, ils sont là aussi, hein, plus 10. Donc ici, j'aurai 12. Ici, j'aurai 23. Ici, j'aurai 28. Et ainsi de suite. En fait, je vais cumuler les chiffres que j'ai ici. Donc, c'est le cumul des prix excessifs. Des gens qui pensent que c'est trop cher. Est-ce que vous avez compris ou vous voulez que je réexplique, Anan? Euh, je vais essayer de faire, mais c'est pas Allez-y. tout à fait clair. Allez-y. Mais monsieur, moi, je peux pas faire ma colonne encore. Bah, au fur et à mesure que Oui. ça va avancer, oui, vous allez pouvoir. Ouais, mais regardez, la première, vous pouvez la faire. De tête, vous pouvez le faire. Je sais que vous êtes forte, Charlotte. Merci, monsieur. Ah ouais, bah alors là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Comment vous faites pour écrire? Parce que... Bah, il faut aller chercher le petit outil qui est là, où il y a un T encadré dans la ok. zone texte. Ok, merci. Sinon, vous allez nous faire des gros pâtés, là. Ça va pas être très beau, tout ça. Ok, c'est pas mal, ça, Valérie. Alors, Anan, là, donc on est à 2. Le cumul de tout. Hein. Ok, ça marche. Ok, Valérie, parfait. Voilà, on a dû le retirer, il n'est pas beau, là. Coulu. Ok, c'est bon, Anan. À la fin, pour le contrôle, vous devez obligatoirement arriver à 100%, puisque vous avez cumulé tout le monde. On arrive pas à retirer le pignon.
Merci Eva. Alors, OK. Alors, dans l'interprétation, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient finalement, bon, Anan et Valérie ont cumulé tous les résultats qu'elles ont retrouvés au niveau des réponses, d'accord? En respectant bien le sens de lecture. Ici, on voit que ce sont les mêmes personnes qui ont répondu. Alors, OK, si j'étais à 1,50 €, personne ne trouve que c'est trop cher. Donc, tout le monde achèterait. Sauf que personne, 100% des gens pensent que c'est de la mauvaise qualité. Donc, je les ai tous perdus. Voilà pourquoi mon résultat ici est de 0. À 1,60 €, voilà, il m'en reste 20. Il y a 20% des gens qui pensent que c'est pas trop cher et ça reste de la bonne qualité. Et donc, voilà, au fur et à mesure, je vais gagner. Et ce qu'on remarque ici, c'est que à 2 €, c'est là où je perds le moins de gens. Alors, je perds 40% des gens, parce que 23% pensent que c'est trop cher, et 17% des gens pensent que c'est pas de la qualité. Donc, j'en perds potentiellement 40%. Mais malgré tout, j'en garde 60%. Donc, c'est ce chiffre ici qui va pouvoir me dire, voilà, c'est le meilleur prix pour avoir le moins de déperdition client à cause du prix ou à cause de la qualité. C'est le prix qu'il va falloir pratiquer. Est-ce qu'on est clair sur l'interprétation? Donc, j'ai pris 100%, puis j'ai retiré ceux qui n'étaient pas contents. Il y a 100% qui ne sont pas contents en ce qui concerne la qualité à 1,50 €. Donc, je les perds tous. Etc., etc. Donc, j'arrive finalement au prix d'acceptabilité qui est de 2 €. Ça marche? Alors, ici, voilà. Donc, déterminer le prix qui serait le plus intéressant. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. On a expliqué pourquoi, parce que c'est ce prix où je perds le moins de clients qui partiraient à cause d'un prix excessif ou qui partiraient à cause de doutes sur la qualité. Quelles sont les limites? Quelles sont les limites de ce type de calcul et de ce type de fixation de prix, à votre avis? Qu'est-ce qui fait bip? C'est moi, monsieur, c'est pour lever la main. Ah, Répondre. allez-y. Du coup, quand pendant le consommateur, il n'est pas en situation d'achat quand on lui présente le produit ou quand on lui parle du prix, donc il n'est pas dans le magasin face au produit, donc il ne réfléchit pas vraiment de la même manière. Il n'est pas dans le même mode de fonctionnement. Ouais, et aussi, on parle que du prix et pas de la qualité de service du produit, le service après-vente, la livraison rapide. On est basé là, effectivement, que sur le produit. Ouais. Que sur le produit en lui-même, et s'il y avait des services associés, on n'en fait pas du tout référence. D'accord. Aussi, on parle du prix qui va faire le plus de ventes, mais ce n'est pas forcément ce où on va avoir le plus de profit. Oui, effectivement. Si notre coût de revient il est à 1,98 €, vaudrait mieux peut-être perdre un peu plus de personnes et partir sur 2,20 € que sur 1 €, que sur 2 €, parce que le produit, vous allez gagner, imaginons qu'on ait 100 consommateurs. Si votre coût de revient est à 1,98 €, donc si vous mettez votre prix à 2 €, vous allez avoir 60 fois 0,02, vous allez gagner 1,20 € pour 60 consommateurs. Alors que si vous mettez votre prix à 2,20 €, vous allez gagner 22 centimes par consommateur, sur 22, fois 41 consommateurs, vous gagnez 9 €. Donc, ouais, vous voyez qu'ici, si je devais fixer mon prix à 2 € et que mon produit me coûte 1,98 €, vaut mieux taper sur 2,20 €. Alors certes, je vais perdre plus de personnes,
Mais en termes de profitabilité, je serais beaucoup plus rentable à 2,20 € qu'à 2 €. Et aussi, ça marche pas pour tout ce qui est nouveaux produits ou des produits qui sont pas très communs parce que du coup, ils n'ont pas de comparaison de prix ou Les de gens sur les nouveaux produits, effectivement, ne les connaissent pas, ne savent pas s'il faut qu'on privilégie la qualité par rapport à un coût. Je pense notamment au téléphone portable, hein, et aux smartphones. On voit aujourd'hui sur le marché des smartphones à 80 €, d'accord. La qualité des photos, la qualité de la navigation sur Internet, la rapidité de réaction du smartphone n'est pas le même que pour un smartphone Apple, d'accord. Mais si on n'avait pas connu l'Apple, avec donc sa rapidité, alors je parle d'Apple ou je pourrais parler de Samsung, à mon avis, ce sont deux produits équivalents. Si on n'avait pas connu ces produits qui sont plutôt du haut de gamme et qui ont une véritable performance, si on ne savait pas la performance, si on met le Huawei, j'ai rien contre le Huawei, mais je connais même pas le téléphone, mais j'imagine peut-être qu'il a moins de réactivité, il est moins sensible au toucher, enfin voilà, il y a moins de qualité. Mais comme on ne connaissait pas la qualité avant, bon, on ne peut pas dire qu'il y a moins de qualité puisqu'on n'avait pas de standard de référence. Donc c'est vrai que pour les nouveaux produits, c'est beaucoup plus difficile et la méthode a ses limites. Après, il faut faire attention à la représentation, à la représentativité de l'échantillon. Est-ce que ce sont tous des gens qui seraient intéressés par le produit? Est-ce qu'on a, si on a interrogé que des gens avec un faible budget, obligatoirement, ces personnes-là vont être plus attachées au prix qu'à la qualité. Si on a interrogé trop de personnes avec des budgets beaucoup plus conséquents ou des CSP beaucoup plus hautes, bah peut-être que le prix aura une influence moindre. Donc, ils vont beaucoup plus s'attacher à la partie qualité. Donc, voilà. Donc, effectivement, je vais vous remettre là, et ça nous servira de corriger. Effectivement, alors vous retrouvez toutes ces notions dans votre cours, hein. Effectivement, il y a des limites à ça. Est-ce que vous connaissez d'autres façons? Alors, il y en a une qui est citée ici, hein, c'est le prix magique. Est-ce que vous connaissez d'autres solutions pour trouver le bon prix? Puisque c'est la question qui a été posée, présenter d'autres approches possibles. Alors, on en a déjà pratiquement donné deux. On en a une ici qui est le prix magique. On en a une aussi qui est une fixation par rapport au prix de revient avec la marge qui serait pratiquée. D'ailleurs, ce sera la question suivante. Donc, une fixation en fonction du prix de revient. Donc, hop. Les autres modes de fixation du prix. Donc, prix par rapport au coût de revient du produit. Pensez à d'autres choses? Est-ce que dans le cours, ça correspond au tableau? Il y avait 3 stratégies. Oui, ça c'est une fixation par rapport à quoi alors? On fixe le prix par rapport à quoi? Par rapport aux marges, non? Ben, Et à la concurrence. À la concurrence, voilà. Ouais. Effectivement, autre façon de fixer son prix, c'est un prix fixé par rapport à la concurrence. Imaginons que je suis vendeur de pizza, d'accord, et que ben voilà, j'ai décidé de m'installer dans le centre-ville de Lille. Il y a déjà plusieurs enseignes, style Rabbit Pizza, Pizza Hut, etc., qui font de la pizza, et que globalement, on va dire que sur les pizzas, alors sauf à se démarquer évidemment de mes concurrents, mais ici, c'est pas forcément
mon credo, imaginons que la margarita, la pizza la plus simple, tout le monde la fait entre 5 et 6 euros. Bon, même si mon prix de revient, il est de 1 euro et que je veux faire 1 euro de marge par pizza, bah, je ne vais pas la mettre à 2 euros. Alors certes, ça peut faire partie de ma stratégie, hein, d'accord, de vouloir phagocyter tout le monde en cassant les prix, mais ce n'est pas forcément mon but. Je vais plutôt la mettre comme tout le monde à 5 à 6 euros et ne pas fixer donc mon prix par rapport à mon coût de revient, mais plutôt par rapport à la concurrence. Au même titre qu'une pizza beaucoup plus complexe dans les ingrédients que tout le monde ferait et qui serait aux environs de 10 euros, bah moi je vais être obligé de respecter ce prix, même si quelque part cette pizza me revient à 9,50 euros et que je ne fais pas la marge voulue. Quand je me rattraperai sur d'autres produits. Donc voilà des modes de fixation. On a aussi un mode de fixation qui n'est pas du ressort du vendeur, parce qu'il est fixé dans le cadre d'une législation. Donc c'est un mode qui est fixé non pas par le vendeur, mais par la législation. Vous avez notamment en ce moment, on pourrait très bien vous parler des masques, pour lesquels le prix est encadré. On pourrait très bien vous parler des gels hydroalcooliques, pour lequel le prix est encadré. On ne peut pas faire n'importe quel prix, alors que normalement, ce sont des produits avant la crise du Covid qui étaient au niveau du prix en fixation libre. C'est-à-dire que si j'avais envie de vous vendre le masque à 10 euros, je vous vendais le masque à 10 euros. La crise du Covid est arrivée, avec toutes les problématiques de pénurie, le gouvernement a décidé d'encadrer le prix et de fixer un prix de X euros pour autant de masques, idem pour le gel hydroalcoolique, idem pour les autotests qui seront vendus en pharmacie. Vous avez d'autres produits pour lesquels les prix sont encadrés, par exemple les cigarettes. Vous ne pouvez pas faire le prix que vous voulez. Ou encore des prix qui ne sont pas fixés par vous-même, mais qui sont fixés par la marque que vous vendez, et que contractuellement, vous êtes obligé de pratiquer. Vous êtes un franchisé de chez Camailleux, vous vendez des vêtements de chez Camailleux où l'étiquette porte déjà le prix, c'est pas vous qui fixez le prix. Alors vous aurez peut-être certaines latitudes quant aux remises que vous pouvez pratiquer, mais à la base, sur le prix, c'est pas vous qui l'avez fixé, c'est la marque qui a fixé le prix. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de méthodes. Je vais peut-être en citer une parce que celles-ci, elles ne sont pas dans vos cours. Hein. Dans vos cours, on a parlé du prix qui est encadré par la loi, on a parlé du prix par rapport au coût de revient et on a parlé du prix par rapport à la concurrence. Donc moi, je vous dis le prix qui est fixé par un tiers, un franchiseur notamment, mais aussi le prix qui est fixé par rapport à la demande directement. Et ça, ce sont les prix qui sont pratiqués quand il y a une forte variation saisonnière. C'est-à-dire que vous prenez, hors période Covid, hein, évidemment, vous prenez un vol pour, j'en sais rien, moi, aller une destination qui nous fait tous rêver, la Guadeloupe, au soleil, d'accord ? Si vous le prenez en période où il y a peu de fréquentation, où ce n'est pas une bonne époque pour aller en Guadeloupe parce qu'il y a des problèmes climatiques, etc., le vol ne sera pas cher. Par contre, si vous prenez dans une période estivale de forte influence, le vol sera beaucoup plus cher. Et pourtant, les avions sont remplis. Donc ici, on fixe le prix par rapport à une prévision de consommation. Ça marche pour ça, pour cette question? Bon, là, on était clairement dans le cours. Hein. Ensuite, présenter les zones, déterminer le prix qui doit être proposé au distributeur. Donc là, on était dans le cadre de distributeur. Pour respecter à la fois les exigences en matière de marge, 35% souhaités, et le prix d'acceptabilité obtenu à la question 1. Donc, notre prix d'acceptabilité, on a dit qu'il était de 2 euros. La marge doit être de 35%.
le prix, on va l'appeler le prix de vente, hein. Le prix de vente, lui, quel est-il? Étant donné qu'il doit inclure et la marge et les 2 euros de prix d'acceptabilité. Comment allez-vous calculer tout ça? Quelqu'un a une idée? Et on fait 2 euros plus 35% de 2 euros. Ok. Alors, vous me proposez donc 35% de 2 euros, soit 70 centimes. D'accord? Oui. Donc, hop. 2 fois 35% est égal à 0,70 centimes. On ne parle pas de TVA pour l'instant. Enfin, dans le sujet, on ne parle pas du tout de TVA. Effectivement, il faudrait rajouter la TVA, mais ici, on n'aborde pas du tout la problématique de la TVA. Okay, donc, finalement, on aurait un prix à 2,70 €. Le problème, c'est que si je vends à 2,70 €, je ne ferai pas 35% de marge par rapport à 2,70 €. Là, vous m'avez fixé la marge par rapport au prix d'acceptabilité. Or, la marge, elle doit être fixée par rapport au prix de vente. Je veux, quand je vais vendre mon produit, je veux 35% du prix de vente dans ma poche. Je crois que je n'ai pas compris alors. Non, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas comprendre, vous savez. Je répète mon explication. Je vais retirer ici ce qui a été noté. La marge, non pas trop, Eva. La marge, en fait, elle doit être comprise dans le prix de vente. Mon prix de vente, je vais essayer de faire quelque chose, je vous promets pas forcément de réussir. Ça, c'est mon prix de vente. Pour l'instant, je ne le connais pas. À l'intérieur de ce prix de vente, ouais, je ne crois pas que je vais réussir à faire ce que je voulais faire. Ah, si, peut-être. Peut-être, hein, c'est pas sûr. À l'intérieur de ce prix de vente, d'accord, il y a 35% de marge, ça qui est le prix d'acceptabilité, et tout ça, c'est le prix de vente. Si vous relisez bien le sujet, Audrey, déterminer le coût qui doit être proposé aux distributeurs pour respecter à la fois leurs exigences en matière de marge, 35, et le prix. Ah non, non, vous avez tout à fait raison. J'ai lu le sujet à l'inverse. Très bien, Audrey. Vous avez bien... Il faut connaître le prix d'achat. Voilà, en fait, c'est... Attendez, hop, on va recommencer. Je me suis trompé dans l'interprétation. Hop, on recommence tout. D'accord. Le prix que l'on va... Le prix d'acceptabilité, c'est le prix que les revendeurs vont pratiquer. Le prix d'acceptabilité, c'est le prix que les revendeurs vont pratiquer. Donc, ces revendeurs vont pratiquer un prix de 2 euros, soit 2 euros. Moi, je vais leur vendre, d'accord? Moi, je vais leur vendre le produit, puisque eux, ce sont les revendeurs. Moi, je suis au-dessus. Et il faut que je leur vende moi, je suis le fabricant du produit et je vais avoir des revendeurs, d'accord? Les revendeurs, parce qu'on n'a pas le sujet en entier, donc le revendeur va vendre mon produit. Et il va vendre mon produit à hauteur de 2 euros.
moi, il faut que je lui vende à lui. D'accord? Donc, mon prix de vente du fabricant au revendeur, et le revendeur, lui, doit faire une marge. Il doit pouvoir faire une marge de 35%. On ne parle pas de prix de revient, rien du tout. Donc, le revendeur, il doit pouvoir faire une marge de 35%. Il va vendre le produit 2 euros. Et moi, quel prix je peux lui vendre pour qu'il puisse faire une marge de 35% et donc qu'il puisse lui vendre 2 euros. Prix distributeur. Alors, je suis plutôt moins d'accord avec Valérie. D'accord. Puisqu'il va faire 35% de marge. Donc, il va faire 70% de marge. 70 euros de marge. Oh là, fatigué. 70 centimes de marge. Sa marge, en fait, ça va être 2 euros fois 35%. Donc, il va faire 70 centimes de marge, mon distributeur, puisque c'est ce qu'il veut. Quand il veut faire 35% de marge, soit 70 centimes. Combien faut-il que je lui vende? Donc, effectivement, Valérie avait plutôt la bonne solution. Si moi, je lui vends 1,30 €, si moi, je lui vends 1,30 €, que lui le vend 2 euros, il va faire 70 centimes de marge, ce qui représente bien soit 35% des 2 euros. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est un peu plus clair? Mon explication n'a pas été la meilleure, elle n'a pas été la plus pédagogique, je vous l'avoue, hein, je n'ai pas été top sur ce coup-là. J'avoue là, monsieur, ça se laisse aller là. Oui, mais c'est parce que j'étais parti sur autre chose. J'avoue, moins 0,70. Mais je veux bien la refaire si vous voulez, si vous me laissez une deuxième chance. Hop, voilà, alors je recommence. Oui, je veux bien. Il y a deux intervenants ici. Il y a un fabricant, d'accord, et il y a un revendeur. On sait que le prix, le prix que le revendeur va pratiquer, c'est 2 euros. 2 euros au public. Et le revendeur, lui, il veut faire 35% de marge. Donc 35% de marge, s'il veut faire 35% de marge, il veut faire 70 centimes de marge à chaque fois qu'il va vendre un produit. S'il veut faire 70 centimes, je ne peux pas lui vendre le produit plus de 1,30 €. Mon prix de vente à ce revendeur sera de 1,30 €. Peut-être que moi, le produit, il me revient à 1 €, peu importe, ça, ce n'est pas dans le sujet. Moi, le produit que je fabrique, je le vends à un revendeur. Ce revendeur, lui, va pouvoir le vendre 2 euros. Ce revendeur veut faire 35% de marge, c'est-à-dire 70 centimes. Donc, moi, je ne peux pas lui vendre le produit plus de 1,30 €. Comment j'ai trouvé? J'ai d'abord calculé ma marge, elle est de 70 centimes. Et donc, ensuite, bien sûr, j'ai déduit du prix qui sera pratiqué la marge, et il reste 1,30 €. Ça sera le prix que le fabricant va vendre son produit au revendeur. Voilà pour cette partie qui, finalement, ici, va clôturer l'annale 2002, pardon. Dans votre NetCampus d'aujourd'hui, vous avez aussi l'annale 2004. Vous pouvez vous exercer. C'est le prochain sujet que l'on verra. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Oui, ça fait du bien. Oui, j'en suis persuadé, Mathilde. Ne vous inquiétez pas. C'est bien pour ça que je l'ai fait. Ok, écoutez, si ça marche, je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous et à toutes. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.